أزول صف يسون ساقي غاد نمسلاي غا في زضوان نقضي من الحرفة ياقي نصطا تقديم ثنواو نسعيران أفرنوس دك خميس أنواع نسعيران أعفان عبيل كل ثمنات سويني تيميزن ذا الحرفة إيج فدان تروحو سيتو درينا تروحو سيكيد للسنة تجميلتي تلاوينك تحودون فلاسي وكن أددو غال الحرفة ياقي سوذم بوساقي سوذم أثرار المند بوياقي j'aurai le plaisir d'en parler avec notre invitée ce soir. Donc c'est Amina Lefki qui est maître artisane experte dans le métier. Zulflam, bienvenue parmi nous, Mina. Ravi, donc il est question de tissage, de ce métier ancestral, hein, très 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 ancien, malheureusement qui est en voie de disparition. Et tu œuvres vraiment, hein, vraiment pour sauvegarder et pour redonner le goût du jour à ce métier. Donc dites-nous un peu plus, Amina. Vous êtes membre aussi d'un réseau très très intéressant qui a ouvert justement les portes aux artisanes en Algérie. En fait, déjà, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'État. J'ai quelques diplômes aussi en communication par la Chambre des métiers de Paris. J'ai ouvert un atelier en Algérie du travail de la laine. Et pendant toutes ces années-là, on a des collègues, j'ai des artisanes tisserandes, on se rencontrait un petit peu dans les expositions, on parlait de tissage, donc c'est là que j'ai rencontré les vieilles femmes, les femmes rurales, les bédouines, les femmes de berger. C'est vraiment un monde extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que vous rejoigniez justement ce monde? Alors vous étiez ingénieur de formation. Qu'est-ce qui a fait que vous atterrissez comme ça dans ce domaine? Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour une femme rurale. C'est quoi? C'est une femme libre, berbère, qui est au service de l'environnement, qui travaille l'environnement, à équilibrer l'environnement. Et déjà, on parle du tissage. Le tissage, c'est quoi? C'est un art ancestral, un art populaire, et un art qui dit comment chaque civilisation, elle vivait, chaque foyer vivait. On faisait Barnos, on faisait le hayak, on faisait le khaïma, on faisait le tapis par terre, on faisait les couvertures, on faisait beaucoup de choses avec. Et ça nous donnait des repères oui, exactement. Social aussi. Social, exactement. Tout à fait. Chaque société avait la tanchra, Gardaya, le Barnos en Kabylie, le hayak, Tlemcen. On avait chaque région, il y avait la soie aussi, c'est du tissage à la Casbah d'Alger, le hayak. Donc chaque société avait son monde de tissage différent, mais c'était quelque chose, c'était un tout. Le tissage auquel on s'adresse, c'est celui qui va du mouton, donc de la laine de mouton, jusqu'au tapis, jusqu'à sta. Et donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce mode de fonctionnement rural, à ces femmes, etc. Et c'est le métier le plus ancien, hein, le métier féminin le plus ancien dans le monde entier. Le plus ancien avec la poterie, effectivement. C'est un métier, c'est un des premiers métiers du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, si on va vers une consommation qui n'est pas équilibrée, on ne saura pas ce qu'on faisait de nos propres mains. Est-ce que le tissage est algérien? Est-ce que le tissage est berbère? Est-ce que le tissage est chinois? Est-ce que le tissage est néerlandais? Si on ne continue pas à le raconter, si on ne continue pas à le faire, on va finir par l'oublier. Après, on ne saura pas quelle identité il a. Et là, c'est la sonnette d'alarme que vous tirez aujourd'hui. C'est la sonnette d'alarme que je tire parce que j'ai vu beaucoup de mes amis abandonner le tissage. Pourquoi? On voit maintenant les aïdes venir, il y a l'augmentation du prix de la viande. Et donc, ça déséquilibre carrément l'écologie. Si on voit l'augmentation de la viande, déjà, le berger ne va pas paître ses moutons dans la prairie, il n'y a pas donc de recyclage de l'herbe, il n'y a pas de terre fertile. Donc tout est lié en fait. Voilà. Parce que quand on parle de viande, on parle de mouton, on parle de la laine et voilà. Et on n'a plus de bonne qualité de laine. Si le mouton ne mange pas de l'herbe fertile qui soit naturelle, on n'a pas une bonne qualité. Là, il va manger du maïs, de l'OGM, etc. Déjà, la viande, ça va être un petit peu une viande de consommation, ça ne va pas être une viande de qualité. Et après, on n'aura pas aussi des tapis de bonne qualité. On jette les peaux. Alors que les peaux, on les utilisait avant
pour faire des sacs avec, faire des bottes avec, on faisait beaucoup de choses. Parce qu'avant, c'était très classique. Hein. Quand on parle de tissage, on parlait de Alaouen, comme on dit, Evdanon. Mais aujourd'hui, justement, toi, ton combat, c'est d'actualiser un petit peu et donner un goût du jour hein, pour ce métier. D'ailleurs, là, c'est juste un petit exemple. Là, c'est vraiment... C'est un porte-chéquier, en fait. Un porte-chéquier, voilà. C'est le plus que nous avons donné grâce à un programme Algéro-Union européenne qui nous a permis de former ces femmes rurales. On est parti avec le réseau, on s'est dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut continuer à aider sur le métier et à aider les femmes rurales. Alors, vous étiez à combien dans le réseau? Parce qu'il a été créé à Alger, à la Maison de la Presse, grâce à une journaliste qui a mis en place ce réseau. Par une journaliste qui s'appelle Mina Zerouk, qui est décédée d'un cancer, mais qui continue avec des bénévoles à faire des formations, à aider les femmes. Le projet a bénéficié à 300 femmes rurales. Et ces 300 femmes... comment vous les avez rencontrées, ces femmes? Vous les avez repérées? Parce que c'était l'Algérie plurielle. Hein? Vous avez sillonné toutes les régions d'Algérie, oui. Que ce soit le sud, l'est, l'ouest. Oui, déjà il y a une femme qui s'appelle Maya Asgar, qui a été chef de projet et à qui j'ai demandé d'aller chercher des jeunes filles par rapport aux endroits où il y avait l'élevage, par rapport aux endroits où il y avait le travail de la laine. Et donc, c'est à travers ces endroits, les Bédouins aussi, les bédouines, les femmes de bergers, les femmes d'éleveurs, toutes celles-là, c'était des femmes qui étaient sous le métier. Et de voir si elles avaient des jeunes filles à qui on pouvait donner une pédagogie supplémentaire. Parce que ces femmes-là qui tissaient, les vieilles femmes, oui, elles disaient, ma mère, elle m'a appris quelque chose comme ça. Ma mère, elle disait ça, mais elle n'avait pas de pédagogie. Il n'y avait pas de pédagogie. Et c'est ça un peu... c'est ça qu'il fallait ramener. Ce que tu défends aujourd'hui, c'était des jeunes filles qui étaient rattachées à la formation professionnelle, qui avaient un niveau peut-être 6e, qui étaient sorties de l'école, mais qui savaient lire et écrire, à qui on a donné une pédagogie. Une pédagogie pour déjà repérer une bonne laine de mouton, comment la tondre, comment la laver, comment la filer, la carder, la teindre aussi, parce que dans les formations de teinture naturelle, il y avait les plantes médicinales. Donc, comme elles vivent dans un environnement qui est tout à fait naturel, elles puissent tout au milieu d'elles, de tout autour, elles plissent tout. Elles n'avaient pas besoin d'autre chose. Donc, ça nous a permis d'avancer dans ce sens-là. Et grâce au projet, on a fait ce genre de formation accompagné d'un nouveau design, un nouveau souffle, une nouvelle mode au tapis. C'est impératif, ça. C'est comme ça. Parce que dès qu'on parle de tissage, on dit que c'est traditionnel, c'est ancien, ce n'est plus dans l'air du temps, donc il fallait trouver des formules, Voilà, on voit de grands tapis qui sont par terre, alors que c'est pas le cas. On a fabriqué des sacs avec, on a fabriqué des porte-chéquiers, on a fabriqué des bottes, on a fabriqué des sets de table, des chemins de table. Et même ces femmes-là n'avaient aucune idée de ce que c'était un chemin de table, donc elles ont eu des vidéos en leur expliquant, voilà, maintenant les gens vivent comme ça. Et avant, les gens avaient des grandes maisons. Maintenant, il y a de nouveaux appartements avec des petites chambres de 9 mètres carrés. Donc, elle ne peut pas se prendre un tapis de 3 mètres. Il vaut mieux faire quelque chose de petit. Donc, on a changé tout le mode et la mentalité de ces femmes-là. On leur a apporté l'Occident, la civilisation jusqu'à chez elles. Oui. Ces femmes-là sont restées solidaires. Elles sont restées solidaires. Elles sont encore en contact avec moi. Et ça me permet, même ici en France, je suis encore en contact avec Timimoun. Vous êtes déléguée justement de la promotion du tissage ici en France. Elle continue à travailler, à me demander, est-ce que regarde, je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et déjà, elle ne savait pas Internet, elle ne savait pas l'utiliser. Donc il y a eu des formations en Internet aussi. C'est magnifique, c'est sortir la femme du désert vers quelque chose connecté vers le monde. C'était un travail très, très important pour nous. Et le motif a toujours son rôle, a toujours sa parole. Et il distinguait une région par rapport à une autre. Alors, les motifs... Là, par exemple, on voit un tapis... On voit les motifs de Gardaya, c'est le génie des femmes de Gardaya. C'est pour
protéger que les femmes de Gardaïa ont construit cet alphabet de motifs qui devient un code secret entre la mère et la fille. Donc, dans les traditions berbères, même kabyles, quand la jeune fille mariée, elle va chez ses beaux-parents, elle ne voit pas ses parents pendant une année, hein. Tout ça pour couper le cordon ombilical, pour qu'elle s'habitue à sa nouvelle famille, etc. Donc ça permet un petit peu de communiquer entre la mère et la fille. Et nous avons aussi dans l'histoire de l'Algérie, on avait le débarquement des Ottomans, on avait le débarquement des Français. Donc on voit la Kabylie au moment des Ottomans, la Kabylie, c'était des zones montagneuses et très protégées. C'est là que le motif est resté ancestral. Il n'a pas été Il n'a touché. pas vraiment transformé. Il n'a pas été transformé, mais chaque région, Bnidouala, Zazgal, l'Izouadia, chacune a rajouté son petit plus pour se différencier entre les tribus. Et par contre, le sud algérien, là où les Ottomans allaient, qui étaient des commerçants par rapport à la Méditerranée, là, on retrouve dans les tapis Baba, par exemple, le lys de l'histoire de France, on retrouve l'hirondelle, on retrouve des motifs que les Ottomans ont ramenés et qui ont touché la transformation du tapis en quelque chose qui n'était pas ancestral, quoi. Et donc ça, c'était important. C'était important, on a fait l'histoire du tapis aussi. Donc en Kabylie, il est resté un peu dans sa on continue à voir le bolabah qui est ancestral. On continue à avoir le haïk, on continue à avoir le varnos qui reste aussi ancestral. On continue à avoir aussi les petits motifs triangulaires. Et chaque région, elle a son propre anagramme, c'est ce qu'on appelle un anagramme, qui est propre à elle, qui continue, et même la technique, il fallait que le motif soit à 5 cm, donc il ne peut pas dépasser les 10 cm, parce que ce n'était pas traditionnel, ça reste encore très très ancestral. Et la formation aujourd'hui, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle interpelle, elle intéresse les jeunes, comment ça se passe au niveau de la formation? Voilà, les statistiques donnent que les artisanes en matière de tissage sont en train de diminuer, ils vont vers autre chose, vers un recyclage ou autre chose. Donc là, c'est une sonnette d'alarme parce que je dis il faut consommer responsable et consommer éco-responsable. Il ne s'agit pas de savoir mettre un pansement pour être médecin. Il ne s'agit pas de savoir écrire le français pour être éditeur, mais il faut avoir cette sensibilité, cette réflexion que quand on achète quelque chose, derrière, il y a d'autres personnes qui vivent et on aide d'autres personnes. Il faut vraiment qu'on revoie notre façon de consommer aujourd'hui. Exactement. Parce qu'on est envahi par... C'est une réflexion, je dis pas que c'est un changement carrément, non. Aujourd'hui, par exemple, excusez-moi Mina, on trouve du chinois en Algérie, on trouve de la Turquie, l'importation qui a vraiment envahi notre marché. Et on a abandonné quelque part, on cultive plus notre culture à nous. Voilà, on ne comprend pas pourquoi un tapis est fait en un mois et un autre qui vient de l'Occident et il a été fait en une journée, c'est pas la même chose. Et derrière tout ça, si on ne cultive pas on doit cultiver la culture. On doit apprendre à cultiver la culture berbère, la culture ancestrale. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réflexion. C'est sortir de son bien-être, sortir de nos propres préoccupations et s'intéresser à d'autres. C'est important. Même le tissage, au moment où il faut faire le tissage, pour le monter, il faut le monter en lune ascendante et pas descendante. Et pour le monter, il faut chanter un chant spécial pour avoir la bénédiction pour que le tapis soit vendu. Tout ça, c'est une culture. Tout à fait. On voit le Japon, ils sont rattachés à leur culture. On a la nôtre. C'est impensable qu'on doit l'abandonner comme ça. C'est notre identité. D'ailleurs, là, on te voit très, très active, Mina. On a vu que la dernière fois, il y a eu quand même beaucoup de collaborations grâce à une association qui vous a donné beaucoup de visibilité. C'est Au fil des cultures. Hein. Donc, exactement, c'est une association. Elle vous parraine un petit peu, je pense, depuis 2015. Alors, dites-nous un peu plus sur c'est une association sur vos échanges. On s'est découvert mutuellement en 2015. Et c'est une association, en fait,
qui a compris notre problématique de l'artisanat. Et elle a compris que si monter un événement, on ne le monte pas juste comme ça, même s'il y a des chansons, mais il fallait le monter pour mettre en valeur la culture. Et donc 2015, elle nous a aidés, elle nous a mis une visibilité ici en France qui nous a permis de nous encourager, de pouvoir continuer à travailler. Donc au début, j'ai commencé avec 10 artisanes. Maintenant, j'en suis à peut-être 30, 40, parce que chacune, elle a son réseau. Chacune, elle a son réseau et chacune, elle a appris à travailler. Chacune, elle vend maintenant. Quand une artisane a fait une formation et quand on voit qu'elle a produit des sets de table qui vont marcher, en fait, c'est pas aller que le tissage. On avait la vannerie, on avait... tout ce qui va avec le... Il y a même une artisane à Timimoun qui tisse le plastique. On a fait du recyclage. Elle a tissé des tapis de jardin en plastique. Donc ça lui permettait, elle était contente. On l'a applaudi. Oui, c'est de la création. Et c'est ce que l'association Au Fil des Coutures nous a permis. Et puis récemment, la dernière exposition, on a été découverts, on a vu des gens, des femmes venir. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent sur vos stands? C'est quoi leur... J'étais émue parce que j'ai vu des adjointes de maire qui étaient d'origine algérienne, qui étaient émue par la continuité du métier. Elle me disait, je pensais que ça avait disparu. Donc c'est la résistance, oui. Voilà, c'est la résistance. C'est la résistance. Et donc, je remercie vraiment Au Fil des Coutures pour nous avoir permis cette visibilité. Parce que même si on n'est pas écouté, même si on est appelé à disparaître, je crois que même si moi je disparais, et même s'il y a d'autres personnes qui disparaissent, d'Au Fil des Coutures, etc., il y aura des femmes qui ont dit, tiens, Amina a fait quelque chose. Bravo, de toute façon, Amina, pour tout ce que tu fais, que ce soit ici en France, que ce soit en Algérie. Je sais que vous avez monté plusieurs projets. J'espère. Là, d'ailleurs, vous allez repartir en Algérie. Là, je repars avec en Algérie. Plein de projets. Effectivement, mon atelier est à la Maison de l'Artisanat d'Alger, à Bab El Oued, où j'ai mon atelier là-bas et où je continue la formation avec les femmes. Mais nous avons un nouveau projet avec Au Fil des Coutures. Nous pensons que maintenant, nous devons faire fort, c'est-à-dire ramener le métier à tisser. Et au lieu d'exposer, on va faire des ateliers carrément au milieu des expositions sur place. Et ça va nous permettre un petit peu d'expliquer de quelle manière ça se fait, d'expliquer pourquoi ça met beaucoup de temps. Voilà, pourquoi ça met beaucoup de temps. Ce que je souhaite faire passer le message, c'est aux personnes qui achètent la viande de mouton, etc., et qui achètent les moutons pour l'Aïd, il faut essayer d'acheter des moutons chez des bergers qui tontent leurs moutons, parce que la tonte, elle se fait en mois d'avril, mai, et puis on peut pas commander de la laine de couleur chez le mouton. Nous, on est là, on travaille avec la tonte de l'année. C'est pour ça que c'est un métier environnemental, quoi. Oui. On prend la laine qui existe chez le mouton, on lui dit pas, tu nous fais du bleu et du rose, c'est impossible. Donc on travaille avec ce qu'il y a, on crée des tapis, on fait des innovations et après on vend et on revient, c'est un cycle fermé. Et c'est pour ça que si... C'est toute une chaîne en fait, c'est une chaîne... Voilà, et si le prix le prix de la viande augmente, il n'y a aucun équilibre après, il n'y a aucun équilibre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si il augmente, cela veut dire qu'en fait les moutons n'ont pas été paître naturellement, donc qu'ils ont mangé ce qui était coûteux, du maïs avec OGM, et donc c'est pas bon pour la santé. C'est cancérigène. Il faut faire attention. On a des moutons qui vont paître naturellement et tout cela, ils sont un peu différents, donc un peu plus bas, le prix est un peu plus bas, la viande est un peu plus basse. Pourquoi ? Parce que le berger n'a pas acheté, il a trouvé l'herbe fraîche, c'était naturel ce qu'il a mangé le mouton. Et donc là, on va pas se dire parce qu'il est pas cher qu'il est pas beau. Non. Ouais. Non. Ouais, mais après, il y a la qualité qui... il n'est pas cher parce qu'il a brouté naturellement. Ouais. Et c'est le contraire.
C'est ça. Donc, on change la façon de voir, on change la façon de se cultiver, on change la façon de manger, on devient éco-responsable. Et on va consommer solidaire. Solidaire. Voilà, solidaire. Voilà, c'est ça, on consomme solidaire, c'est-à-dire que quand on achète quelque chose en pensant à la femme derrière qui l'a fait, et on essaye donc d'être solidaire entre le métier, la femme qui l'a conçu et le client lui-même. Voilà. Très bien. Eh ben, bravo Amina Lefki, donc vous êtes expert du tissage, vous êtes formatrice aussi, on vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, j'aimerais bien. Là, on a vu beaucoup de... Oui, on a beaucoup de créations, beaucoup de motifs qui on voit quand même des couleurs. Hein, des couleurs aussi. Chaque région a sa couleur, chaque région a ses motifs. Et il y a des motifs aussi que j'ai un petit peu innové moi-même à partir de symboles berbères, la coccinelle, etc. Choses qui n'existent pas. Il faut bien apporter une touche de modernité. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça un peu votre combat aussi aujourd'hui. Voilà, qu'on peut retrouver sur ma page Instagram Nina Lefki, on peut les retrouver tous ces motifs là et tous ces modèles sur ma page Insta. Très bien. Voilà. Mina qui nous vient de Cherchel, hein. Est-ce que Cherchel a une particularité dans son tissage? Est-ce que ça reste particulier? Pardon? Cherchel. Alors, Cherchel est une région où il y a eu une maison du tapis qui a été construite juste après l'ère ottomane. Donc, une des premières maisons, les premières maisons qui sont construites pour école, je dis bien école de tissage, ça a été Ain el-Hammam, après Cherchel. Et donc, c'est là que j'ai vécu au milieu de... Hichem, le tapis d'Hichem qui reste célèbre. Ah oui, et il devrait être patrimoine. C'est là que j'interviens, c'est là que je demande aux structures du ministère de la Culture de donner une particularité au patrimoine, c'est-à-dire de nommer par exemple le tapis d'Hichem patrimoine algérien, de nommer le tapis de Gardaïa qui s'appelle Gandora. En fait, ça s'appelle Gandoura, mais ce sont les motifs eux-mêmes qui ont cette signification sur le tapis, de le nommer aussi patrimoine local. Et il y a la fête du tapis à Gardaïa, mais on n'a pas la fête du tapis un peu partout. Il faut dynamiser un peu le secteur, lui redonner le secteur, de la vie. Exactement. Voilà. Et que ça soit pas. Et je vous sens triste quand vous parlez de ça, Mina. Oui, parce que parce que c'est vrai qu'on se bat, on est en train de disparaître. Je vois les statistiques menées par les chambres des métiers sont un petit peu pas réelles. Parce que quand on voit une femme qui vit vraiment de son tissage, ça n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'elle vit de son tissage, elle fait les savonnettes, elle fait autre chose, toujours quelque chose à côté. Crochet. Alors que derrière, il y a un marché, un marché mondial qui est important. Merci beaucoup Mina Lefki, espérons te retrouver très très vite. Tanmert Mqrant et bonne continuation. Merci beaucoup. Tanmert Mina Lefki. Tanmert نوندغني كون ويدي لنا يدنا سيقوال نوثيد غافي زدوان غاف ثلاوين يخدمن الحرفه ياكيا مالوغوزمون الحرفه يقفدان تبدا تروحوا سي العوايد الناس وكان ساين الناس تصفى سيقد لسان الناس وفن ادا تنحود ايوا كان ادا تكمل لك ذي مولاني استنمرت نون كون جديد هنا ذي ثلويث الثوفث